territoire d'industrie, on en a déjà un petit peu parlé. Hein. Bruno Grandjean en a parlé, Jean-Christophe Storin en a parlé. On a déjà un peu évoqué le sujet. Vous êtes dissipés ce soir tous les deux. Vous n'êtes pas vus depuis longtemps ou quoi? C'est pour ça. D'accord. On parle beaucoup donc d'industrie et l'industrie dans le département, on a souvent eu l'impression que c'était presque secondaire. Non, oui, vous faites bien l'étendre le micro, c'est ça. Et oui, je crois bien, oui. Donc l'industrie est souvent apparue comme secondaire, sauf qu'on sait bien que ça ne l'est pas du tout, et ça avait été évoqué d'ailleurs quand il y a eu la signature du protocole à Carros, on a eu quelques chiffres. Donc à la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur, vous avez décidé de faire une étude pour mettre des chiffres là où il y avait des impressions. Donc vous avez chargé Goodwill de faire une étude, et que dit cette étude? Bonsoir à tous et à toutes d'abord. Elle dit beaucoup de choses. Bon, d'une part, merci à la Tribune d'organiser ces trophées sur notre territoire. Ça démontre que nous sommes un territoire d'industrie. Voilà, déjà. Donc, c'est déjà une démonstration, c'est déjà bien. Et c'est vrai qu'on s'est toujours posé la question au niveau de la CCI Côte d'Azur de savoir comment on pouvait valoriser ce côté industriel qui existe réellement dans notre territoire et sur lequel aujourd'hui peu de personnes savent exactement où c'est qu'on se situe et quelle est l'importance de l'industrie sur le territoire. Donc nous avions fait une étude concernant le positionnement de la CCI, je dirais de son impact économique sur le territoire, avec la société, je dirais, Goodwill, et aujourd'hui nous étions posé la question en disant on peut faire la même chose pour voir quelle est l'importance de l'industrie sur notre territoire. Et les chiffres qui en sont sortis suite à cette enquête, qui a été une enquête relativement, je dirais, intense et sérieuse, eh bien, elle donne des chiffres très, très porteurs aujourd'hui, et on peut en citer quelques-uns. Donc, 8 milliards d'euros de chiffre. vous avez je dirais, des chiffres qui ont un positionnement extrêmement important. Donc, quand on voit, ne serait-ce que le chiffre d'affaires du 0,6 qui est de 12,8 milliards, c'est extrêmement conséquent. Quand on regarde, je dirais, le nombre d'établissements que ça comporte, plus de 4000 établissements, c'est aussi très important par rapport à notre territoire. Mais on a aussi, bien sûr, tout ce qui la notion d'achat, tout ce qui est la notion de salaire versé, ce qui détermine qu'une partie de notre territoire, des salariés de notre territoire vivent grâce à l'industrie, et avec, bien sûr, les cotisations sociales, et on est aux alentours de plus de 100 000 emplois. Donc c'est le net négligeable, c'est une part importante de notre territoire et qui se porte, on va dire, plutôt bien par rapport à d'autres secteurs d'activité qui ont beaucoup souffert dans les dernières années. Et s'il y a un secteur aujourd'hui qui a quand même résisté malgré qu'on considère, excusez-moi, j'ai rien fait. Toujours est-il que par rapport à, je dirais, à cet impact aujourd'hui sur notre territoire, ce qu'on constate, c'est que la valeur ajoutée de l'industrie sur notre territoire est très importante. Alors, pourquoi aujourd'hui il est nécessaire de faire une enquête? Eh bien, tout simplement pour pouvoir en parler après par derrière et pour s'en servir d'argument. Et pour établir une fois pour toutes les données techniques et je dirais qui ne pourront pas être contestées de le positionnement de l'industrie sur le territoire. Aujourd'hui, c'est quand même la deuxième activité de notre territoire derrière le tourisme. Il faut le savoir, et ça fait des années que nous avons cette position, et ça fait des années qu'on nous dit vous n'êtes pas un positionnement industriel sur le territoire. C'est faux. Il faut s'insurger contre cet état de fait en disant que l'industrie existe réellement sur notre territoire. Alors on a quelques soucis parce que on a un territoire qui n'est pas très grand, on a un territoire aussi qui a peu d'espace pour pouvoir se positionner, etc., qui est normalement un des besoins de l'industrie, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer, et nous avons des preuves à l'appui, que notre territoire est un territoire industriel. Qu'est-ce qui distingue l'industrie azuréenne de l'industrie régionale ou de l'industrie d'autres régions? C'est quoi les forces de l'industrie 06? Alors, nous avons des fleurons sur notre territoire, nous avons des fleurons dans la chimie fine, nous avons des fleurons dans le spatial,
Nous avons aussi des activités, une multitude d'activités dans de toutes petites TPE, PME. Parce que, comme vous le savez, sur notre territoire, aujourd'hui, on a 98% de nos entreprises qui comportent moins de 10 personnes, hein, donc c'est important. Mais nous avons bien sûr une très grande diversité. Et cette grande diversité, il faut associer aussi les activités d'études associées à l'industrie, parce qu'on parle toujours de l'industrie en tant que fabricant, en tant que constructeur, mais on a aussi bien sûr toutes les activités d'études qui sont liées à ça, et elles sont très importantes sur notre territoire. Donc nous avons une spécificité, on va dire, des points d'excellence et en même temps une spécificité en termes de taille d'entreprise. Et nous sommes aussi un territoire qui est facile d'accès, nous sommes le deuxième aéroport français, et nous avons la capacité de pouvoir aller à l'international d'une façon très directe, ce qui nous met, je dirais, en position, on va dire, favorable par rapport à notre voisin marseillais, qui lui a plutôt un caractère de grosse industrie, avec des grosses utilisations de surface, de moyens, mais qui n'a pas la capacité de réactivité et de développement dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine, je dirais, des startups, puisque nous sommes aussi un des leaders au niveau du nombre de sociétés startups qui existent et qui sont liées après à l'industrie et qui permettent de trouver des solutions de demain. On a évoqué sur la table ronde précédente la question du numérique. Là, on va parler de territoire d'industrie. Vous êtes aussi un industriel. Quel regard vous portez sur tout ce qui fait aujourd'hui l'industrie du futur? À la fois sur le dispositif territoire d'industrie et puis sur... Alors, il y a deux aspects. Vous parliez tout à l'heure de la transformation des entreprises et de faire en sorte que l'entreprise du futur puisse s'intégrer totalement dans nos nouvelles structures, de manière à les faire évoluer, de s'adapter au niveau du nouveau marché. Alors, je rejoins un peu Daniel, moi, sur certains sujets, c'est-à-dire que la transformation numérique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il y a l'aspect innovation, et l'innovation, c'est pas seulement, je dirais, dans la nouvelle technologie, c'est dans les process, c'est dans un certain nombre d'éléments aujourd'hui, et même sur des travaux très traditionnels, et on a la possibilité de faire de l'innovation et de faire de la progression. Le deuxième point, c'est qu'on a des caractéristiques, j'en parlais tout à l'heure, au niveau de notre territoire. Notre territoire, c'est un territoire qui attire. Bon, on a le soleil, on a un environnement exceptionnel. On a une capacité, je dirais, d'accueillir des ingénieurs de très haut niveau. Donc ça nous donne la capacité à pouvoir avoir un environnement, je dirais, très conséquent en termes de support vis-à-vis des entreprises. Nous avons un problème qu'il faut identifier, c'est la surface. On a peu de surface pour malheureusement des zones, on va dire, industrielles, des zones qui permettent de faire du développement industriel. Donc nous devons densifier, nous devons avoir une capacité à avoir des technologies ou avoir des sociétés industrielles qui ne nécessitent pas nécessairement des très grandes surfaces en termes de développement. Nous avons des contraintes environnementales relativement fortes. Il ne faut pas l'oublier, nous avons beaucoup de plan de prévention des risques, je dirais aujourd'hui, qui fait que quelque part, ça nous limite dans notre extension. Mais nous avons aussi, bien sûr, cette grande capacité d'innovation. Et cette grande capacité d'innovation, c'est un point très fort de développement futur de nos entreprises. Donc, je pense qu'on a beaucoup d'atouts. On a aussi un certain nombre de difficultés, mais en fait, quand on est chef d'entreprise, difficultés, ça fait partie du quotidien, donc j'en parlerai pas. Ce qui est important, c'est notre diversité, c'est notre capacité à rebondir, notre agilité au niveau de nos entreprises. Et comme c'est des toutes petites entreprises, elles sont capables d'être très réactives et très fonctionnelles. Donc je crois que nous avons certainement en France une des 3 ou 4 régions qui ont la capacité à répondre à l'évolution de l'industrie telle qu'on le voit pour le futur. C'est peut-être un signe finalement que Carrosse a été le premier territoire d'industrie à signer un protocole d'accord. C'est plus qu'un signe, je crois que c'est une reconnaissance. Et ça permet justement d'identifier au niveau de notre environnement, soit même national, voire international, que les Alpes-Maritimes ont une capacité industrielle de développement forte, qui mélange aussi bien une technologie, on va dire, des industriels de base, dans les métiers traditionnels, que de l'industrie de haute technologie, telle qu'on peut la retrouver sur notre territoire. Je voudrais poser la question à Philippe Frocrin.
Donc, vous avez sorti une étude elle sera bien disponible du coup à la sortie? Alors non, malheureusement. Non. Alors, elle ne sera pas disponible à la étude. sortie. En revanche, vous pouvez la télécharger gratuitement sur le site internet de la Fabrique de l'Industrie. C'est une étude qui s'appelle l'étonnante disparité des territoires industriels. Et du coup, est-ce que vous avez une réaction sur tout ce qui vient d'être dit sur l'industrie azuréenne? Vous qui avez ce regard, j'allais dire... Moi, j'aurais peut-être justement un regard un peu plus panoramique et justement qui complète peut-être le discours de M. Savarino et qui justement donne du sens à l'approche territorialisée de la politique industrielle. Votre étude parle des territoires et de l'industrie, mais vous vous occupez aussi d'un observatoire des territoires d'industrie. Oui, alors on a également créé à la Fabrique de l'Industrie avec d'autres partenaires, donc il y a l'École des Mines de Paris, il y a la Banque des Territoires, l'Institut pour la Recherche de Caisse des Dépôts, CGET, ADCF. Un observatoire des territoires d'industrie, c'est d'abord un cycle de séminaires mensuels où on donne la parole à des porteurs de projets industriels de ces territoires d'industrie, un espace d'échange de bonnes pratiques, et donc, du coup, vous de avez retour une vision d'expérience. Globale sur... Alors l'observatoire vient de se lancer, donc on n'a pas encore une vision très globale ou très représentative de ce qui se fait dans les territoires d'industrie, mais on a un premier retour de terrain. Mais en tout cas, votre étude était très intéressante puisque je l'ai lue. Merci. Et donc, vous avez aussi des résultats assez surprenants. Finalement, ce qui fait la réussite d'un territoire, c'est pas forcément les filières spécifiques. C'est aussi des externalités positives, si on peut dire ça comme ça. Exactement. Je dirais que l'étude montre trois choses. D'abord, mais je ne vais pas le répéter, l'industrie a évidemment un rôle encore très important dans les territoires, un rôle vraiment structurant. Il y a des territoires qui ont 20, 30, 40% d'emplois industriels, c'est vraiment énorme. Bruno Grandjean le disait tout à l'heure, l'industrie, c'est des salaires qui sont plus élevés que dans les services en moyenne. Elle recrute à tous les niveaux de qualification, des carrières assez ascendantes, un effet d'entraînement sur le reste de l'économie locale. Donc c'est vraiment intéressant d'étudier ce secteur et d'avoir une entrée, une approche territoriale. Et justement, on s'est penché plus spécifiquement sur ce qui fait la performance des territoires industriels. Parce que ce qu'on observe d'abord, et il faut le rappeler, je pense que ce qui peut frapper, c'est que l'extrême diversité des trajectoires des territoires. C'est-à-dire que l'industrie décline, si on regarde les statistiques, elle décline au niveau national, mais on a des territoires dans lesquels l'emploi industriel va augmenter de 5, 10, 20%. Donc on a vraiment des territoires à des vitesses complètement différentes. Et donc maintenant il faut s'interroger à quoi tient cette différence de performance. Ce qu'on trouve, c'est qu'environ 50% de la performance des territoires s'explique par les conditions macroéconomiques. Donc c'est le taux de change, la santé économique de nos partenaires, le niveau du salaire minimum, plein de choses. Et donc on a la moitié, il reste une moitié de la performance qui s'explique par les conditions, par les spécificités locales. Et donc on pense très rapidement à la spécialisation. Si Toulouse va bien, c'est parce que Toulouse est spécialisée dans l'aéronautique, sans doute. Mais en moyenne, cette spécialisation n'explique que 10% de la performance des territoires industriels. Il reste donc 40% qu'on appelle un effet local, et c'est vraiment les conditions économiques locales. Donc certaines sont immuables. Vous parliez du climat, alors c'est vrai que sur les littoraux, l'aéroport, c'est vrai que c'est pas complètement immuable, mais c'est pas tout à fait dans la main des politiques locaux. Donc on a tous ces facteurs, mais on a aussi, et c'est ce qui est sans doute ce sur quoi le territoire d'industrie peut agir, c'est et c'est ce qui revient souvent des études de terrain, pour le coup, ça c'est ce qu'on entend dans le cadre de l'Observatoire des territoires d'industrie, c'est qu'il y a un réel besoin de créer ou de renforcer une culture locale à la fois de l'initiative, du dialogue, mais aussi de la confiance. Et je crois que ce dispositif permet de répondre en partie à ça. Une confiance de l'État qui laisse une gouvernance à la région et aux intercommunalités. Également un dialogue nécessaire puisque les projets sont à la fois, sont montés en mode partenarial avec les industriels et les élus locaux.
Alors une question, est-ce que tout le monde ici maîtrise territoire d'industrie ou il faut expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne? Ne vous précipitez pas. Donc, donc territoire d'industrie, donc il y a un dispositif qui a été mis en place par l'État et qui est piloté par les régions et qui fonctionne donc avec un binôme chef d'entreprise institutionnel, si je puis dire les choses comme ça. Marion, vous ne me déconseillez pas, puisque vous êtes donc la deuxième tête pensante du binôme de Carros, depuis peu. Depuis ce matin, oui. Voilà. Donc effectivement, donc en tant qu'industriel déjà de la zone de Carros, hein, Schneider Electric est implanté depuis 70. Mais effectivement, depuis ce matin, on était ensemble avec Bernard et d'autres, on a eu le comité de projet de suivi donc, de territoire d'industrie de Carros, et Jacques Chevalet d'Arco Pharma m'a passé le flambeau ce matin. Donc effectivement, c'est un ensemble d'acteurs, et avec Charles Sibetta, donc le maire de Carros, moi depuis ce matin en tant que référent industriel, et puis après bien sûr tous les acteurs avec lesquels on travaille sur les différents projets que sont le CIPDV, donc le club des entreprises de Carros, évidemment légitime sur ces sujets-là, la SLIC aussi, donc, qui est plus les propriétaires des zones des entreprises sur Carros, et puis bien sûr la région qui nous a bien aidé déjà pour avancer sur les projets. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui va porter au bout autant que possible, avec des financements autant que possible, j'espère aussi, des projets pour valoriser un territoire et utiliser un coup de pouce du gouvernement pour amener ces territoires industriels à un autre niveau. Alors à la fois sur l'industrie du futur, c'est un des éléments, mais aussi sur beaucoup d'autres choses pour qu'à la fois on puisse attirer les talents de demain, attirer des entreprises pour s'implémenter dans ces pour venir s'installer sur ces territoires, favoriser les échanges clients, fournisseurs, partenaires, etc. Et passer à une ère d'environnement moderne pour que nos industries puissent évoluer. Bernard Klenov. Donc vous êtes donc le représentant de la région, vous pilotez les territoires d'industrie, donc on en a 8 en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2 dans les Alpes-Maritimes. Votre regard sur ce dispositif, le fait que ce soit une maille régionale, c'est important, et qu'est-ce qu'on peut attendre réellement de territoires d'industrie? Bonsoir à toutes et à tous. Alors, avant de vous parler des territoires d'industrie, je vais vous parler d'autre chose. Un petit peu, parce qu'on n'arrive pas à faire des territoires d'industrie en démarrant de rien. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Bruno au sujet du ministre. Pour une raison simple, c'est que si on parle de reconquête industrielle au niveau national depuis 4 ans, on a eu dans ce territoire un mec que certains d'entre vous connaissent bien, qui a été ministre de l'Industrie. Et qui était ministre de l'Industrie, je dirais ministre de plein exercice. Et si j'en parle, c'est parce que la démarche qui a été la sienne au ministère de l'Industrie, c'est un petit peu ce qu'on fait à la région aussi. C'est-à-dire, il n'a rien dirigé, il n'était pas dirigiste, mais par contre, il a lancé les États généraux de l'industrie, qui en fait nous ont permis, et ont permis aux instances qui ont capacité à fournir de l'aide, mais aussi l'environnement réglementaire et législatif, ont permis d'écouter les chefs d'entreprise, et pas seulement ceux du CAC 40. Les États généraux d'industrie, c'est 2010, c'est la seule fois où les chefs d'entreprise de ce qu'il est convenu d'appeler entreprises de taille intermédiaire aujourd'hui, ou des PME, voire des petites entreprises, ont été écoutés et entendus sur certains sujets. Ça avait débouché, entre autres, sur peut-être un des éléments les plus significatifs, qui était le médiateur de la sous-traitance, qui a bien aidé certaines de nos ETI et de nos PME. Et pour nous, localement, ça avait débouché sur un outil qui était le livre blanc de l'industrie des Alpes-Maritimes,
qui a servi pendant pas mal d'années de guide, de référence sur ce que nous voulions mettre en œuvre. Alors les territoires d'industrie aujourd'hui à la région, on a eu la même démarche. C'est-à-dire qu'à la région, on a eu vocation, puisque la loi NOTRe a fait de nous les chefs de file du développement économique, à écrire le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Et pour le faire, on a beaucoup écouté les chefs d'entreprise et les organismes qui font partie de l'écosystème. Alors bien entendu, notre premier partenaire dans tout ça, c'est le réseau des chambres de commerce et d'industrie, mais aussi les autres chambres consulaires. Puis on y a associé toutes les intercommunalités, les clubs d'entreprise, les syndicats de branche, les pôles de compétitivité, les universités, pour écouter ce que chacun avait à nous dire et pour imaginer ce que nous pouvions produire éventuellement à la région pour accompagner tout ce développement économique. Quand le Premier ministre Édouard Philippe a souhaité labelliser les territoires d'industrie, alors on a fait une sélection, puis on a envoyé notre président de région au charbon. On lui a dit, on veut tout ça. Bon, on en avait 7 au départ. On en a séparé un en 2 parce que géographiquement, c'était plus facile et on en a fait 8. Alors, territoire d'industrie, c'est toujours copiloté par un représentant élu de l'intercommunalité ou des intercommunalités qu'il couvre, plus un chef d'entreprise. Alors, et il y a un élu régional qui les suit, je dirais. Carros, on a eu la chance d'être les premiers au niveau national, de partir avec des éléments qui étaient préexistants et avec des chefs d'entreprise et des acteurs publics locaux qui avaient déjà l'habitude de travailler ensemble. Donc ça a été un peu plus simple, je dirais, qu'ailleurs, mais aujourd'hui, on a fini, les 8 contrats sont prêts, sont validés à la fois par l'État et par la région, puisque tous les services de l'État sont impliqués dedans. Alors tout à l'heure, ça a été dit, le Premier ministre nous a annoncé 1,3 milliard d'euros pour les territoires d'industrie. Depuis, il devait y en avoir 100, il y en a aujourd'hui 146, 4, bon, 140 et quelques. Alors déjà, ce 1,3 milliard, c'est de l'argent qui est recyclé d'ailleurs. C'est pas une nouvelle génération spontanée de finances, loin s'en faut. Et le combat que nous menions, en particulier vis-à-vis des 2 ministres qui en sont en charge, c'est la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher, qui sera d'ailleurs avec nous jeudi ou vendredi. Après, je vous parlerai de ce qui se passe en région, et Madame Gouraud, qui est la ministre de la Cohésion des Territoires. Tout ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour les territoires d'industrie est porté par les territoires d'industrie, ne donne accès à rien de spécial. Tout à l'heure, Michel Manago, dans la présentation, a parlé de financement de ces actions. Nous n'avons accès qu'à des outils qu'on va qualifier de droit commun. Il n'y a rien de spécial pour les territoires d'industrie. C'est le combat qu'on essaye de conduire et de continuer à mener. Et on a un bon espoir maintenant que Renaud Muselier est devenu président de Région de France, puisqu'il est l'interlocuteur privilégié du gouvernement, qu'on puisse faire passer certains messages. Nous, à la région, on a quand même décidé d'aller un petit peu plus loin, puisque sur un des sujets qui fait partie de la soirée, qui est le programme Industrie 4.0 conduit Rising Sud, notre agence, et dont les équipes sont là, on a décidé d'accompagner également l'investissement des entreprises et en donnant un petit avantage, je dirais, compétitif aux entreprises qui sont dans le ressort de certains territoires d'industrie, puisque les plafonds de subvention pourront être un peu plus élevés. Mais tout ça pour vous dire que territoire d'industrie, ça a les mêmes vertus que les états généraux d'industrie. Ça a fait parler entre eux des industriels. Ça a fait beaucoup échanger des industriels avec les acteurs publics que sont entre autres les intercommunalités. Ça a fait beaucoup parler aussi d'une vision globale de développement, parce qu'on a souvent dans de très nombreux territoires ressorti des projets préexistants, et puis ça a permis d'avoir, et c'est le cas à Carros, une vision globale de ce que devait être l'avenir d'un territoire dit territoire d'industrie.
y compris en y mettant des actions qui ne relèvent pas forcément de l'industrie. Et je prendrai un simple exemple. À Carrosse, on a un sujet important sur la mobilité. La mobilité, c'est un sujet global. Par contre, dedans, on a l'expérimentation d'une navette sans autonome. Merci. Ça, c'est un sujet spécifiquement territoire d'industrie. Alors, c'est aussi l'occasion de dire qu'en fédérant tout ça, on a des équipes, on a la chance. Alors, je pense que Carrosse, on a beaucoup de chance et beaucoup de privilèges. C'est d'abord d'avoir un regard bienveillant de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour des raisons indépendantes de tout conflit d'intérêts. Mais on a aussi une équipe de la métropole Nice-Côte d'Azur qui nous aide beaucoup et qui travaille. Les projets sont extrêmement avancés. Marion a pu les voir aujourd'hui. Et on est, je pense, un des territoires d'industrie en France qui a le plus de projets prêts. C'est-à-dire que les projets qui nous ont été présentés et sur lesquels on a échangé ce matin sont opérationnels. On a dans tout cela l'accompagnement par les équipes de la région et des équipes de l'agence Rising Sud qui font que la mayonnaise maintenant a pris, pour prendre une expression plus locale, la rouille même a pris, l'aïoli si vous voulez. Et aujourd'hui, on est à la porte de décliner les premières actions et je pense que là encore, on sera un des, si ce n'est le premier territoire à décliner de manière opérationnelle des actions liées à la démarche territoire d'industrie. Donc on en attend des choses, on en espère des choses, ça engage aussi beaucoup de réflexion globale. Ce matin, on a parlé d'actions où on fait du développement et puis on a constaté qu'on pouvait, sur certains endroits de la zone d'activité qui est inclue dans le territoire d'industrie qui est à la Grave, imaginer de l'industrie en hauteur. Alors on est une région où on n'a pas besoin d'aller en Norvège pour voir ce qui se fait. Il suffit qu'on aille à Monaco, il y a des usines au 8e étage. Alors on n'a pas vocation à avoir des hauts fourneaux ni des chaînes d'assemblage automobile, mais on a vocation à avoir des unités de production, par exemple, électroniques ou dans tous les domaines qui touchent aux objets connectés, qu'on peut très bien faire au 2e étage d'une entreprise. Ça existe déjà. C'est ça, les territoires d'industrie. Du coup, on va demander à Marion Boutour, alors où en est Carrosse? Et du coup, dans les premiers projets qui avaient été évoqués au moment de la signature du protocole, qu'est-ce qui est donc opérationnel ou du coup, quelles sont les nouvelles idées qui émergent de ce brainstorming en commun? Alors effectivement, pour embrayer sur ce que disait Bernard Klenhoff et sur les acteurs, parce que je ne les ai pas cités tout à l'heure, mais évidemment la métropole s'est vraiment saisie du projet et a beaucoup œuvré pour faire avancer les projets et suivre avec beaucoup de méthodologie les différentes étapes du projet. Alors ce matin, on a parlé de 7 projets, je crois. On a parlé du pôle multimodal et effectivement ce qu'a la question de la mobilité. Les réflexions. Non, pardon, excusez-moi, du pôle entrepreneurial. Ah oui, c'était le premier sujet. Effectivement, la mobilité en était un autre, avec entre autres les navettes autonomes, mais aussi toute la réflexion beaucoup plus large sur la mobilité que ça. En marge de la particularité industrielle de la zone, mais on sait que la zone industrielle de Carrosse est un petit peu excentrée, on va dire, et que l'enjeu de mobilité est un point très fort pour développer cette zone industrielle. Nous avons parlé d'export et de voir quelles pouvaient être les méthodes de se rassembler, notamment pour des entreprises de plus petite taille, et trouver les bons relais, les bons salons à l'étranger pour être plus fort entre industriels. Nous avons parlé d'énergie, alors Parce que lui était aussi à la réunion. Oui, alors on était 35 autour de la table, pour tout vous dire. Voilà, on a parlé d'énergie, de mix énergétique, qui est un sujet
évidemment qui nous intéresse tous, qui va être compliqué à appréhender, pour lequel il nous manque encore pas mal de partage de données pour savoir ce qui peut effectivement être mutualisé et quelles sont les innovations ou énergies renouvelables qu'on va pouvoir mettre en œuvre. On a parlé de fibre optique. Évidemment, on ne peut pas passer à l'industrie 4.0, qui était aussi un des points abordés sans avoir une bonne connexion de toutes les entreprises. C'est le cas des plus grosses, évidemment, mais il faut que toutes les petites entreprises de la zone puissent être au bon niveau de connectivité. On a parlé effectivement d'industrie 4.0, et je crois que Rising Sud, au niveau de la région, a déjà bien œuvré pour proposer un accompagnement des plus petites entreprises pour avoir une vraie étude et une démarche efficace pour passer le step de l'industrie 4.0, enfin en tout cas enclencher le démarrage de l'aventure. Est-ce que j'en oublie quelques-uns? Voilà, mais c'est les thématiques qu'on a abordées ce matin. Il y en a d'autres qui font l'objet de certains projets, voilà. Et je vois que Daniel le rappelle aussi. On en reparlera au prochain comité de projet, donc la formation. Et c'est un sujet important. On sait en tant qu'industriel attirer déjà vers l'industrie et être sûr qu'on propose des formations adaptées à nos opérateurs de demain et à nos ingénieurs de demain, parce que l'industrie, c'est fabriquer, mais c'est aussi concevoir. Voilà, donc on a quand même des fiches projets aujourd'hui qui sont assez claires, qui donnent un cap, avec certains projets qui sont déjà avancés, puisqu'on a déjà quelques solutions, et je pense qu'on va pouvoir partager en début d'année avec les entreprises de la zone de Carros pour commencer à partager sur quelques étapes claires. Et puis il y en a d'autres qui sont en défrichage et qui vont nous permettre de mener des réflexions intéressantes sur les mois qui viennent. Mais c'est vrai qu'en partant du principe que le projet a démarré, l'annonce date du début d'année, que il y a eu la signature de cette convention en juillet, on a déjà une bonne mise en mouvement des acteurs et c'est encourageant. Mais bien sûr. Puisque Marion a évoqué l'accompagnement sur le 4.0, je voudrais dire qu'on est une région quand même qui est fortement mobilisée sur ce développement, puisque sur le simple Parcoursup Industrie, on a choisi de mobiliser 6 millions d'euros par an. 6 millions d'euros, c'est 3 millions qui sont dédiés à tout ce qui concerne l'accompagnement et 3 millions qui sont dédiés à tout ce qui concerne l'accompagnement à l'investissement, parce qu'on sait bien qu'une transition numérique et un passage au 4.0 dans une entreprise industrielle, c'est très bien le plan d'action, mais ça va déboucher inévitablement sur des investissements productifs. Et là encore, la région sera aux côtés des entreprises industrielles de ce territoire. Et j'avais oublié un petit élément tout à l'heure, à destination du jeune homme de la fabrique de l'industrie. Quand on dit qu'on a dans les éléments de compétitivité de ce territoire des Alpes-Maritimes l'aéroport, je vous précise que l'ensemble des acteurs locaux détient encore 36% de l'actionnariat et qu'en plus j'ai la chance d'être le président du conseil de surveillance. Donc on a encore notre mot à dire sur le devenir de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Et avec mon ami Jean-Pierre, je peux vous dire qu'on ne s'en prive pas du mot à dire. On s'en doute. C'est toujours frappé au son du bon sens. sens. Alors vous venez de parler de financement, du coup, je retourne vers les pays France, forcément. Merci. Bonsoir. Donc qui est connu pour... Émilie, mais pour financer l'innovation, entre autres. Tout à fait. Puis, alors, pas que, mais... Pas que. Dans BPI France, il y a banque, hein, donc public d'investissement. Donc effectivement, on finance l'innovation en France. On a des outils adaptés là où
c'est une banque publique, c'est à une banque publique de financer, hein, et pas aux banques privées, parce que c'est très risqué, parce que les modèles économiques sont pas encore connus, parce que voilà, le risque est grand, et donc. Mais dans le territoire d'industrie? Alors non, ça c'est en général. Oui, ça je sais. Donc c'est en général. Alors pour revenir sur le territoire d'industrie, que fait? Je vais essayer de pas répéter ce qui a été dit, mais j'espère qu'ils vont vous écouter parce qu'ils sont toujours dissipés. Ils sont dissipés, oui. Un petit peu trop. Bon, juste rapidement, enfin le territoire d'industrie, enfin le label, il fait forcément écho avec ce qui est fait. Cette année, c'était l'année de la French Fab. Hein, ça, je crois qu'on ne peut pas ne pas le dire. Ça n'a échappé à personne. Ça n'a échappé à personne, parce que 60 dates de tournée French Fab, c'était lourd, et d'organisation et d'investissement pour les équipes sur le terrain. Et donc l'année de la French Fab, ce qui est sous-jacent, c'est la mise en lumière de l'industrie, hein, et c'est la même chose avec les labels de territoire d'industrie, c'est de faire mieux connaître cette industrie, de la promouvoir à l'étranger, évidemment, mais aussi auprès des jeunes pour le recrutement, donner envie. Hein, donc la French Fab, territoire d'industrie, là, ça se rejoint. Je trouve qu'il y a une composante commune dans les projets qu'on a vus ce matin, les projets, par exemple, territoire industrie Carrosse, mais la composante, c'est de faire le lien entre différentes entreprises d'un même écosystème, d'essayer de mener à bien des projets qui vont bénéficier à la communauté, d'instiller de l'accompagnement et du conseil de ces acteurs. Enfin, au niveau de BPI France, c'est ce qu'on essaye de faire. Enfin, depuis quelques années, on est parti d'un constat qui dit que le chef d'entreprise doit faire face à de nouveaux enjeux, que ce soit dans l'industrie ou dans d'autres secteurs d'activité, mais des enjeux humains, de recrutement, de management, organisationnel, etc. Et qu'il est seul. Il est souvent un peu seul. Le chef d'entreprise, il a le nez dans le guidon, il a besoin qu'on vienne le chercher. Et en fait, territoire d'industrie, finalement, c'est quand même l'occasion pour des industriels de parler de leurs mêmes problématiques et de trouver des solutions ensemble, en fait. Hein, avec des financements. Dire que vous pourriez financer les projets qui sont évoqués, que vous avez évoqués ce matin? Directement, à BPI France, on finance les entreprises. Donc, effectivement, de toute façon, indirectement, on a notre carte à jouer, enfin, on a notre pierre à l'édifice, hein, c'est-à-dire qu'une entreprise qui pourra bénéficier, par exemple, du soutien de la région sur la modernisation de son outil de production, dans un investissement d'outils de production, si tout n'est pas bouclé avec la subvention de la région, il pourra avoir recours, par exemple, à un financement de BPI France. Si une entreprise industrielle, justement, engage un programme de R&D dans le cadre de toutes ces réflexions, c'est pas forcément que de la techno, hein, c'est aussi de l'innovation managériale, c'est aussi de l'innovation de process, enfin, c'est vaste l'innovation. Donc nous là, on est là, hein, on est le premier acteur, on va dire public quand même, pour soutenir avec des partenaires, mais le financement de l'innovation. Donc ça s'inscrit aussi, c'est étroitement lié avec les territoires d'industrie. Et ce matin, il y a un des projets qui portait sur l'accélération, je crois, avec Rising Sud. C'est au cœur des problématiques aujourd'hui des TPE, PME. C'est de comment on peut croître quand même, et les apports extérieurs, les programmes d'accompagnement, de conseil, de formation, c'est aujourd'hui essentiel, quoi. Le chef d'entreprise, souvent, il envoie ses salariés se former et lui, il s'oublie. C'est dramatique. Donc, nous, on essaye de faire prendre conscience que le chef d'entreprise doit se former aussi, et qu'il n'est pas tout seul. Voilà. Donc, ça va du coup, il y a un dispositif qui est apparu un peu avec tout ça, c'est le VTE. Le VTE, oui. Alors, le VTE, c'est volontariat territorial en entreprise. Donc, c'est un nouveau dispositif.
Alors c'est pour l'emploi, enfin des jeunes. Mais du coup, ça sert territoire d'industrie aussi. Ça sert territoire d'industrie, mais enfin, c'est pas que pour les entreprises industrielles. Mais l'idée derrière ça, c'est de dire qu'une entreprise, une PME, en fait, si elle recrute un jeune diplômé, parce que c'est pour les jeunes diplômés, hein, de moins de 2 ans en sortie d'études, hein, c'est une relation gagnant-gagnant. C'est-à-dire, la PME, elle bénéficie des compétences, de la fraîcheur d'un jeune diplômé qui est donc embauché soit en alternance, soit en CDD, soit en CDI, hein, donc dans l'entreprise, à des postes qui sont à responsabilité en général, parce que ce qui est proposé dans les VTE, c'est par exemple pilote d'un projet, bras droit même du dirigeant, opérationnel, très opérationnel, et donc et là l'entreprise qui signe cette charte, parce qu'il faut signer une charte VTE, elle bénéficie, c'est une sorte d'engagement aussi sociétal, parce que elles seront mises en lumière et elles seront parce que ça a été initié par le gouvernement. Nous on a repris le projet depuis mai 2019, hein, ça a été initié par le gouvernement en novembre 2018 et on a repris le projet en mai 2019, donc pour l'instant il y a une quarantaine de chartes VTE signées au niveau national. Mais l'idée derrière ça, c'est de faire de la communication sur les entreprises qui s'engagent pour l'employabilité des jeunes et qui ça répond un peu à la question de la table ronde précédente. Oui, après, ça ne rentre pas complètement parce que c'est pour des... Non, mais quand même, c'est jeunes. Il n'y aurait rien à dire, Daniel. Oui, mais j'ai noté, parce que c'est des jeunes, là, on parle de jeunes diplômés qui ont fait une école d'ingénieur, une école de commerce, etc. Mais ça ne répond pas du tout à toute la problématique du recrutement dans les entreprises industrielles, et ça, c'est clair. Mais en tout cas, c'est plutôt que c'est le pendant du VIE, on les envoie à l'export avec le VIE. Ben là, on se dit, restez un peu dans nos territoires et venez travailler dans nos PME. Du coup, je vais te redemander à Philippe Rocrin. Oh, mais pourquoi bah, du coup, d'écouter ce qui se dit, est-ce que ça se passe comme ça dans tous les territoires que vous avez observés? Oui, enfin, je pense que les échanges précédents montrent vraiment que le développement industriel, ce n'est pas que l'industrie du futur et l'écologie industrielle, même si ce sont des briques vraiment importantes, mais qu'il y a aussi un gros sujet attractivité et recrutement. Et sur le recrutement, je dirais qu'il y a, enfin, sur le recrutement, l'attractivité, il y a un double problème d'image. Un problème d'image des métiers industriels, et en particulier des métiers manuels. Et également, on n'en parle pas toujours, l'image des villes moyennes, qui font que ces villes font vraiment face à, enfin, sont pris en étau. Et on est même passé, je dirais aujourd'hui, enfin, je vais reprendre l'expression d'Olivier Luancy, qui pour le coup est délégué au territoire d'industrie, qu'on est passé d'une crise du carnet de commandes à une crise du recrutement. On a des territoires, Saint-Nazaire recrute dans les chantiers navals ou Airbus, qui sont les deux grosses entreprises présentes là-bas, recrute vraiment à tour de bras, c'est 500 000 CDI dans l'industrie à pourvoir dans les prochaines années. Et la bataille, juste pour terminer, là, je pense qu'il y a beaucoup d'actions menées en ce sens, hein, le VTE, l'usine extraordinaire, beaucoup de choses sont faites pour rendre l'industrie plus désirable, plus visible, mais ce sera une bataille assez longue, puisque Pompidou disait déjà dans les années 70 que les Français n'aiment pas leur industrie. Et Laurence Decréau explique dans un livre que le désamour pour les métiers manuels vient même de la fin du Moyen-Âge, où avec la Renaissance on a fait la part belle à la réflexion, à l'intelligence, c'est que les métiers manuels n'étaient pas considérés comme des métiers utilisant la réflexion. Donc, mais l'image des métiers industriels s'améliore assez nettement, timidement, mais s'améliore quand même dans les enquêtes. Donc on espère que dans les prochaines années, avec ces actions qui se poursuivent, on ne mettra pas 3 siècles pour retrouver un goût et un attrait pour les métiers manuels et industriels. Carros, finalement, c'est un peu le bon exemple parce que tout le monde s'entendait bien avant, tout le monde se parlait, donc les projets sont déjà bien avancés. Est-ce que territoire d'industrie, ça pourrait ne servir à rien? Alors là, ne vous battez pas pour répondre surtout. Hein. Non, mais ne quittez pas le micro, c'est trop facile ça.
Ça sert forcément. Bah oui, évidemment, vous allez pas. Ça sert forcément parce que il y aura toujours des actions dedans, il y aura toujours des entreprises dedans qui auront appris à se parler. Ça fera un nouveau réseau, je dirais. Et petit mot sur le financement, ce qui ne sera pas financé par BPI quand on est sur des projets qui ne relèvent pas de BPI, on aura quand même la Banque des Territoires. Sur certains. Elle n'est pas la Banque des Territoires, même si c'est la même grande maison. C'est la même grande maison, mais avec des missions différentes. Mais pour répondre au fait que ça serve ou pas, ou qu'on puisse arriver à des territoires d'industrie qui servent à rien, il faut rappeler que territoire d'industrie, c'est basé et fondé sur 4 mots. Et ces 4 mots, c'est Grégory, il faut m'aider, innover, attirer, former, simplifier, oui, merci. Et simplifier. Voilà, maintenant. Donc, sur ces 4 mots, on aura forcément des résultats. Alors, sur la simplification, on a des sujets d'échange avec la ministre qui sont de temps en temps un petit peu musclés parce qu'on nous explique que globalement, il n'y a pas besoin de changer les textes, mais qu'en s'arrangeant avec le préfet, on peut avoir des réponses à nos interrogations. Moi, j'en suis pas tout à fait sûr. Elle non plus, parce qu'elle nous cite des exemples dans lesquels ça marche pas, parce que et son exemple favori, c'est de citer une entreprise qui devait construire une barrière, mais comme il y a 4 services de l'État qui interviennent, il y avait 4 hauteurs de barrières différentes. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas quel texte il faut changer à ce moment-là, mais à un moment donné, l'industriel il a besoin d'une réponse. Lui, il va construire une barrière, mais il voudrait, tant qu'à faire, la faire conforme. Donc tout ça, ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est aussi l'occasion de rappeler que territoire d'industrie, ce ne sont pas des outils figés. Territoire d'industrie, c'est fait. Alors, les actions vivront le temps qu'elles auront besoin de vivre, mais territoire d'industrie, ce sont de nouvelles actions. On a 3 ans pour finir. C'est-à-dire que là, on a préparé et lancé des actions. En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est à peu près 140 fiches actions. Mais il n'en reste pas moins vrai que dans le temps, au fur et à mesure que certaines actions seront lancées et qu'elles roulent, eh bien, on aura l'occasion d'en mettre d'autres et ça va peut-être en faire naître d'autres, puisque justement, on va avancer. On n'est pas dans un outil où on dit, bon, voilà, nous, on a écrit nos actions, on s'arrête là, c'est terminé. Non. On aura l'occasion de faire évoluer, puis on aura aussi l'occasion, comme ce sont des sujets industriels, d'avoir des actions qui ne fonctionnent pas. Il faudra en faire, puisque toutes ces actions ont vocation à avoir d'une part des indicateurs et d'autre part des suivis. Puis quand ça ne fonctionne pas, on fait comme en entreprise. Ça nous arrive d'avoir des trucs qui ne marchent pas, bien on change, on corrige, voire on arrête. L'action, pas le territoire d'industrie. Donc, ça servira forcément à quelque chose. Très bien. On va rester sur cette note d'optimisme. Oui. Bah oui, on a dit depuis le début qu'on était optimiste ce soir. Non, on est réaliste. On est optimiste et réaliste. Bon. Merci à tous les 5.